Jean-Noël Jouzel, bonjour et merci de répondre à cette interview. Vous êtes donc directeur de recherche au CNRS, sociologue, et vous êtes l'auteur du livre Pesticides, comment ignorer ce que l'on sait. Dedans, vous décrivez quelque chose qui va nous intéresser beaucoup avec la campagne Secret Toxique, qui est un phénomène qui est valable en fait pour les pesticides, mais qu'on peut retrouver dans d'autres choses, dans d'autres problématiques environnementales qui sont connues comme le climat ou d'autres problèmes de santé publique ou d'environnement. Vous décrivez un phénomène qui se passe lorsqu'il y a un problème de santé publique, donc ça peut être le tabac ou alors quelque chose sur les pesticides ou alors la viabilité des infrastructures sur le climat, qui est un problème public qui est connu mais qui n'est pas suivi d'effet par les politiques publiques qui ne prennent pas en compte le problème. Donc évidemment, c'est un phénomène qu'on a envie de combattre, qui est très énervant. Sauf que pour pouvoir le combattre, il faut pouvoir le comprendre et c'est ce que vous permettent vos travaux. Donc avec ce livre Pesticides, comment ignorer ce que l'on sait et qui est basé aussi, enfin qui est pas forcément basé, mais qui s'inscrit, j'imagine, dans la lignée d'un article scientifique que vous aviez publié en 2015 et qui portait le même titre. Et dans lequel vous faisiez en fait une recherche sur un cas précis qui montre comment une alerte sur les pesticides a pu être ignorée en ce qui concerne l'arsenic de soude. Donc c'est un problème qui a plusieurs facettes. On va passer un petit peu tout en revue, mais pour commencer, est-ce que vous pourriez essayer de faire une réponse un peu courte, un peu dense, un peu synthétique sur la question finalement que pose le titre de votre livre, qui est comment ignorer ce que l'on sait? Oui, je vais essayer de faire au mieux pour être synthétique. Sur le titre comment ignorer ce que l'on sait, il se réfère vraiment à l'état du champ des connaissances autour des pesticides et de leurs effets sur la santé, et notamment de leurs effets sur la santé de la population humaine qui est la plus exposée et de loin, qui sont les agriculteurs eux-mêmes, qui les épandent sur les champs et qui sont donc exposés à ces produits quand ils préparent les bouillies phytosanitaires qui vont pulvériser, quand ils pulvérisent, quand ils nettoient le matériel, mais aussi quand ils retournent sur les parcelles qui ont été traitées et sur lesquelles il peut rester des résidus de pesticides sur les végétaux, par exemple. Et donc, le petit paradoxe qui est un peu le point de départ du livre, c'est que d'un côté, le fait que les pesticides sont dangereux pour la santé des agriculteurs, c'est un problème qui est connu de longue date, qui est un peu évident puisque les pesticides sont conçus pour endommager le vivant. C'est l'idée même de ces produits, c'est que ils éradiquent des mauvaises herbes, des champignons, des insectes qui menacent les récoltes. Et donc l'idée qu'ils sont dangereux pour la santé humaine est évidemment pas nouvelle, et elle a fait l'objet d'attention de la part des pouvoirs publics de longue date, et notamment par le biais de la mise en œuvre d'une autorisation de mise sur le marché qui est ancienne. En France, elle remonte à 1943, aux États-Unis à 1947, c'est-à-dire qu'elle est consubstantielle de l'explosion du recours des agriculteurs aux produits phytosanitaires au milieu du XXe siècle. Et d'un autre côté, est arrivée plus récemment, au cours du dernier quart de siècle, une source de connaissances qui est l'épidémiologie, qui est très peu prise en compte dans l'évaluation des risques des pesticides d'un point de vue réglementaire avant l'autorisation de mise sur le marché, qui repose essentiellement, elle, sur la toxicologie, donc des études en laboratoire. Et les épidémiologistes, eux, ont commencé à s'intéresser à cette question des effets des pesticides sur la santé des agriculteurs dans les années 80-90, et puis ils ont produit un corpus de connaissances de plus en plus important, qui montre que l'exposition professionnelle aux pesticides est un facteur de risque statistiquement significatif pour un certain nombre de pathologies chroniques. Pour ce qui est le mieux connu, ça va être la maladie de Parkinson, les cancers du sang, le cancer de la prostate, mais aussi des maladies respiratoires, des troubles de la fertilité, et puis la liste va sans doute encore augmenter à mesure qu'on produira de nouvelles connaissances. Mais voilà, ça c'est déjà bien connu. Or, ces données-là, elles sont très peu prises en compte dans l'évaluation des risques des pesticides d'un point de vue réglementaire, qui, elle, repose essentiellement sur de la toxicologie de laboratoire et qui, en fait, tient assez peu compte des connaissances produites par les épidémiologistes. D'où le sous-titre du livre, comment ignorer ce que l'on sait, c'est-à-dire comment expliquer que des pouvoirs publics qui sont d'un côté vigilants à ce que on mette pas tout et n'importe quoi sur le marché en matière de pesticides et à ce que les pesticides soient pas trop dangereux pour les populations exposées, comment expliquer qu'elles ne tiennent pas compte de données épidémiologiques qui pourtant mettent clairement en évidence que oui, les pesticides sont des dangers, à minima pour les agriculteurs, mais il y a aussi beaucoup de questions qui se posent pour les riverains, les consommateurs, etc.
Si vous pouviez, mettons, résumer alors je me doute que c'est pas évident, et puis si c'est pas possible, vous me le dites, et puis on passera plus en revue du coup chacun des aspects. Mais si c'est possible de résumer en une idée ou en quelques idées vraiment la mécanique en fait à l'œuvre, parce que souvent on peut se dire il y a différentes explications qui peuvent être avancées comme ça à l'emporte-pièce. On peut dire par exemple, ouais, de toute façon, les agences sanitaires, ils sont corrompus, ils sont à la merci des lobbies, ou alors ils comprennent rien. Enfin, pourquoi est-ce que justement cette nouvelle connaissance épidémiologique, elle est finalement ignorée par les organismes de régulation? Oui, je vais tâcher de répondre à la question. Mais en fait, effectivement, il y a plusieurs hypothèses qui viennent en tête quand on fait ce constat qu'il y a des connaissances scientifiques préoccupantes qui sont peu ou mal prises en compte par des institutions qui ont la charge de contrôler des produits dangereux, de protéger des populations qui y sont exposées. Une des explications spontanées qu'on peut avoir, c'est effectivement de se dire ben voilà, ces acteurs institutionnels qui sont censés nous protéger, en fait, ne le font pas parce qu'ils sont corrompus par des intérêts privés, industriels, qui viennent biaiser la manière dont ils évaluent les risques des pesticides. Ce qui est sans doute pas une façon complètement aberrante de regarder les choses. Voilà, les Monsanto Papers, après d'autres documents produits dans l'arène judiciaire américaine, permettent bien de voir que oui, il y a des pratiques des industriels en vue d'influencer la manière dont sont évalués les risques de leurs produits par les institutions qui ont la charge de cette mission. Mais le point de départ du livre, c'est de faire l'hypothèse, qui à mon avis n'est pas absurde non plus, que cette façon de voir les choses suffit pas du tout à expliquer l'intégralité du problème, et même à mon avis n'en explique qu'une petite partie, et que les choses sont peut-être encore plus préoccupantes si on se passe de cette explication un peu complotiste consistant à imaginer que les grands groupes industriels ont une emprise démesurée sur les décisions que vont prendre les instances en charge de l'évaluation des risques des pesticides. Donc, pour être clair, on parle en France de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui évalue les risques des pesticides et gère leur autorisation de mise sur le marché. Et au niveau européen, on parle de l'EFSA, la European Food Safety Authority, qui, elle, homologue les substances actives qui rentrent dans la composition des pesticides. Au niveau américain, on parlerait de l'EPA, par exemple, Environmental Protection Agency. Donc, il y a toute une série d'agences comme ça qui ont pour mission d'évaluer les risques des pesticides et qui peuvent être sous l'influence des industriels. Mais à mon avis, c'est une petite partie du puzzle, cette partie influence directe des industriels sur les institutions. Moi, ce que le parti que prend le livre, c'est plutôt de montrer qu'il y a en jeu dans cette résistance des pouvoirs publics à prendre en compte tous les savoirs qui sont disponibles pour mieux réguler les pesticides, entre en jeu une mécanique assez classique, qui est la mécanique de l'inertie institutionnelle. Et inertie institutionnelle qui est liée à quoi? Qui est liée au fait que il y a des décennies d'évaluation des risques des pesticides qui sont des décennies aussi de dialogue entre les agences qui évaluent les risques des pesticides. Enfin, anciennement, c'était plutôt les ministères. Ça a longtemps été le ministère de l'Agriculture en France. Ça fait seulement une quinzaine d'années que cette mission-là, elle est confiée à des agences indépendantes. Donc, dialogue entre ces acteurs qui gèrent l'évaluation des risques des pesticides d'un côté et de l'autre côté, les industriels qui mettent les produits sur le marché, pardon. Mais non seulement font ça, mais ils sont aussi les seuls en position de produire les données nécessaires pour évaluer les risques des pesticides. C'est-à-dire un peu comme dans le domaine du médicament. C'est aux industriels qu'on demande de financer la production de connaissances sur la dangerosité de leurs produits. Et donc, c'est les industriels qui financent la production de tests en laboratoire sur des rats, des souris, qui permettent d'identifier les effets toxiques des produits qu'ils veulent commercialiser et d'identifier des seuils acceptables d'exposition qui vont ensuite être convertis dans la réglementation pour déterminer les bonnes conditions d'usage des produits qui sont mis sur le marché de manière à ce que a priori, n'endommage pas la santé humaine. Voilà. Et donc, les règles de ce jeu-là, elles ont été fixées dans le temps. Ça a pris quelques décennies. Et elles sont le fruit d'un dialogue qui était ouvert, qui n'est pas forcément caché, dissimulé entre institutions de régulation et institutions régulées, c'est-à-dire les industriels,
qui eux-mêmes étaient en demande de règles pour comprendre ce qu'ils devaient fournir aux institutions pour les convaincre que leur évaluation des risques était la bonne. Et donc, ces règles-là, elles se sont précisées lentement mais sûrement à partir des années 60-70, d'abord aux États-Unis, et puis progressivement en Europe. Et il y a donc tout un ensemble de règles de plus en plus précises qui sont venues définir la manière dont un industriel doit construire son dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché et donc c'est son étude de toxicité de son produit pour convaincre les institutions qui régulent les produits. Et ces règles-là, elles se sont figées en une forme de routine institutionnelle. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on évalue les risques des pesticides et c'est très compliqué pour les institutions qui font cette évaluation de risque de revenir sur les règles qu'elles ont fixées. D'autant plus compliqué qu'elles ont été fixées au niveau transnational, ces règles-là, qu'elles ont aussi des vertus de régulation d'un marché de plus en plus internationalisé de denrées alimentaires. Et donc, elles ont aussi pour finalité de limiter la variabilité domestique nationale des façons dont on évalue les risques. Et donc, tout le monde évalue les risques des pesticides plus ou moins de la même manière. Et c'est pas évident d'incorporer des savoirs qui seraient susceptibles de remettre en cause ces routines institutionnelles, ces façons de fonctionner, ces façons d'évaluer les risques. Or, c'est précisément un des problèmes que posent ces données épidémiologiques plus récentes qui maintenant sont très nombreuses sur les pesticides et leurs effets sur la santé, parce qu'elles conduisent à douter d'éléments qui sont un peu des pierres de touche de l'évaluation réglementaire des risques telle qu'elle se fait de façon routinière dans les agences. Voilà. Et ça, c'est très compliqué pour les agences qui évaluent les risques de revenir sur les modalités qu'elles suivent depuis des décennies pour évaluer les risques de ces produits. Est-ce qu'on pourrait en fait parler d'un problème un problème d'axiome en fait, c'est-à-dire que ces institutions, elles se sont construites sur l'idée vous parlez justement dans le livre de la possibilité de l'usage contrôlé au niveau des pesticides. Elles se sont construites donc sur un certain nombre de principes, voire peut-être même on pourrait dire de croyances, notamment la croyance dans le fait qu'il est possible d'utiliser ces produits-là sans dommages sérieux ou sévères, ou en tout cas trop sérieux ou trop sévères pour la santé ou l'environnement. Et que dès lors qu'une machine institutionnelle s'est mise en place sur ces principes-là, si ces principes sont remis en question, dans ce cas, il y a une énorme résistance en fait de la part de l'institution, de ceux qui y participent au sein de l'institution et auprès justement des gens qui sont les régulés, comme vous les appelez. Oui, je pense que ce serait une bonne manière en tout cas de décrire la démarche du livre. Et je pense que c'est assez juste. Alors peut-être une toute petite précision. Donc oui, la notion d'usage contrôlé, elle est. Alors c'est pas comme ça qu'on dit ça c'est la traduction française que je donne moi, mais en fait dans le Landerneau de la régulation des pesticides, on appelle ça le safe use. Les Québécois diraient usage sécuritaire. Moi j'ai traduit par usage contrôlé, ce qui est un peu provocateur dans le sens où ça fait allusion à la rhétorique des industriels de l'amiante en France dans les années 80-90 qui ont maintenu le produit sur le marché jusqu'à l'interdiction en 1996 ou 97, alors même que depuis les années 70, il n'y avait plus aucun doute sur le fait que l'amiante était un cancérogène avéré, et la rhétorique qu'utilisaient et qu'ont diffusé les industriels de l'amiante à l'époque, c'était celle de l'usage contrôlé. Donc, c'est-à-dire reconnaître que le produit est dangereux, mais en même temps plaider pour le maintien de son utilisation dans certaines circonstances, notamment en milieu professionnel, au motif qu'on aurait les moyens, dans ces circonstances, dans ces milieux particuliers, de protéger les populations exposées, ce qui est pas vrai concernant l'amiante. Voilà, la rhétorique est un peu la même sur les pesticides, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que les industriels qui vendent des pesticides reconnaissent que leurs produits sont dangereux, mais que tout est une question de bon usage. Voilà, il faut utiliser les produits de la bonne manière. Donc, il faut repose sur qui? Repose sur les agriculteurs, en fait, qui utilisent les produits et qui, donc, sont supposés appliquer à la lettre les informations qui sont portées à leur connaissance par le biais de l'étiquette des produits phytosanitaires, qui leur indique effectivement des quantités maximales à épandre à l'hectare, les conditions dans lesquelles il faut utiliser les produits, et qui leur indique, et c'est très important, la manière dont eux-mêmes doivent se protéger. Et donc, sur les étiquettes des produits, on va trouver des recommandations relatives au port de vêtements de protection. Porter des combinaisons, porter une combinaison, porter des masques, un masque, porter des gants, éventuellement. Voilà. Et rares sont les produits qui sont mis sur le marché sans être assortis de ces recommandations d'usage.
Donc, l'usage contrôlé, concrètement, c'est ça, hein, c'est-à-dire c'est des recommandations qui vont reposer uniquement sur l'utilisateur final du produit, donc sur l'agriculteur, et qui sont censées garantir que les doses auxquelles lui-même va s'exposer, auxquelles il va exposer ses riverains, auxquelles il va exposer les consommateurs de ses produits, auxquelles il va exposer la faune et la flore adjacentes à ses champs, vont être inférieures aux niveaux qui ont été jugés acceptables sur la base d'essais de toxicité in vivo en laboratoire. Voilà. Alors après, cette croyance dans l'usage contrôlé, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est qu'elle est pas une simple vue de l'esprit. C'est pas non plus, elle sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'elle est adossée sur toute une production de données qui a notamment eu lieu aux États-Unis dans les années des années 50 aux années 80, pendant lesquelles les savants, qu'ils soient salariés par des firmes ou qu'ils soient agents de la recherche publique, les savants qui étaient intéressés par la question de l'usage des produits phytosanitaires en agriculture, et notamment par la question de leur efficacité, parce que si on utilise des produits phytosanitaires, c'est d'abord parce qu'on pense que c'est efficace, ces savants-là se sont aussi intéressés de plus en plus à quels sont leurs effets potentiels et quels sont les niveaux d'exposition des populations qui les utilisent, et notamment des agriculteurs. Et ils ont produit tout un ensemble de données qui sont des données en fait assez rassurantes, dont les conclusions sont assez rassurantes sur le fait que utiliser correctement, utiliser conformément aux informations qui sont présentes sur l'étiquette, il n'y a pas tellement de raison de s'en faire. Les doses auxquelles sont exposés les agriculteurs sont relativement minimes et donc tout va bien. Et donc il y a tout un champ de connaissances qui vient en fait légitimer cette idée d'usage contrôlé, qui vient rassurer et les industriels et les institutions qui les contrôlent dans cette idée que oui, il est possible de faire des pesticides à un usage contrôlé. Là où le verre est un peu dans le fruit, enfin c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que les conditions de validité qu'on a fixées à ces données d'exposition produites par les industriels et par les institutions qui les régulent sont telles qu'en fait elles sont assez fictives et notamment dans les dispositifs expérimentaux qui ont été utilisés à ce moment-là pour estimer l'exposition des agriculteurs aux pesticides. Donc on faisait porter des patchs à des agriculteurs pour mesurer leur niveau d'exposition en fin de journée. Voilà. Et on rejetait, et on continue de rejeter, les données qui étaient obtenues sur des agriculteurs qui n'avaient pas respecté les prescriptions portées sur l'étiquette. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait fait son travail sans porter les gants alors qu'il était recommandé de porter des gants. Les données d'exposition qu'on relevait sur lui sont mécaniquement exclues du jeu de données qui va servir à estimer l'exposition. Pour préciser un petit peu justement pour préciser un petit peu ce point, vous parlez d'une étude qui s'appelle PestExpo, qui en fait s'est intéressée à l'exposition réelle des agriculteurs. C'est-à-dire que d'un côté, on avait l'exposition aux produits des agriculteurs. Si les épandages, la manipulation des produits se fait dans le cadre d'un certain nombre de règles que l'agriculteur lui-même doit suivre, dans ce cas-là, les agriculteurs sont protégés s'ils respectent justement les conditions d'utilisation qui sont indiquées sur l'étiquette. Et donc, à un moment, je ne sais plus en quelle année c'est, mais il y a une étude qui s'intéresse à l'exposition réelle, donc qui va mettre des capteurs d'exposition sur le corps des agriculteurs pour voir quelles sont les voies de contamination. Mais donc, il y a des capteurs qui sont mis un petit peu partout sur le corps des agriculteurs et on se rend compte qu'en fait, même en respect, que déjà, de un, les protections individuelles sont pas forcément efficaces et en plus qu'il n'est pas forcément réaliste de demander aux agriculteurs de les porter en permanence. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est un petit saut dans le temps, mais ce programme PestExpo, lui, il a été mis en place par deux épidémiologistes qui sont toujours d'éminents spécialistes des liens entre pesticides et santé des agriculteurs. Donc, Isabelle Baldi de l'Université de Bordeaux et Pierre Le Bailly de l'Université de Caen, qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années sur ce sujet. Et donc, eux, c'est des épidémiologistes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font essentiellement? Ils appliquent des raisonnements statistiques à l'état de santé d'une population donnée pour essayer de déterminer des facteurs de risque susceptibles d'expliquer cet état de santé. Voilà, donc l'épidémiologie, ça consiste à aller, par exemple, regarder une population d'agriculteurs, vérifier s'ils sont plus atteints que d'autres d'un certain type de pathologie et essayer de comprendre pourquoi. Ce qu'ont fait ces épidémiologistes à un moment donné, c'est qu'ils se sont dit, mais il faut qu'on comprenne mieux
comment s'exposent les agriculteurs, à quoi ils sont exposés, parce que c'est pas normal. Ces produits sont, comme le disent toujours les industriels, ils sont très contrôlés, ils sont systématiquement évalués, et donc a priori, ce qu'ils sont mis sur le marché, c'est que les institutions qui les contrôlent estiment que ce n'est pas dangereux. Donc, ils ont essayé d'aller voir par eux-mêmes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué en fait ces méthodologies, mais qui sont plus anciennes. Qui visent à mesurer l'exposition des agriculteurs aux pesticides et qui sont en fait qui remontent aux années 70-80, qui se sont stabilisés aux États-Unis, mais qui initialement avaient plutôt pour finalité de produire des données rassurantes sur la possibilité de l'usage contrôlé, parce que la manière dont les industriels ou les institutions de régulation utilisent ces techniques de mesure, qui sont assez basiques, consiste, comme je le disais, à ne pas tenir compte des données qui sont recueillis sur des sujets, sur des agriculteurs qui n'ont pas bien respecté les prescriptions de l'étiquette. Donc voilà, quelqu'un qui n'aurait pas bien porté sa combinaison, pas bien porté ses gants, ou qui serait intervenu sur un incident en enlevant ses gants, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'incidents sur le matériel de traitement. Toutes ces données-là sont exclues lors de l'évaluation des risques. Or, ces épidémiologistes, eux, en utilisant ce protocole, mais en n'excluant pas les données prélevés sur des agriculteurs qui, par exemple, auraient porté une combinaison trouée ou usagée ou pas lavée. En fait, ce qu'ils demandaient, ces épidémiologistes-là, c'était aux agriculteurs de travailler comme ils en avaient l'habitude, voilà, et non pas comme c'est écrit sur l'étiquette. Et on voit pas du tout la même chose quand on s'intéresse à des agriculteurs qu'on fait travailler de manière un peu artificielle, voire complètement artificielle, exactement en conformité avec ce qui est écrit sur l'étiquette, et quand on leur dit travailler comme vous avez l'habitude de le faire. Et en fait, quand on leur demande de travailler comme ils ont l'habitude de le faire, on voit des niveaux d'exposition qui sont beaucoup plus préoccupants que ce que voient les industriels ou les institutions de régulation qui s'en remettent à une vision finalement très limitée de ces mesures d'exposition et qui excluent les données les plus aberrantes obtenues sur des agriculteurs qui ne se conforment pas aux règles de l'étiquette. Voilà. Et donc, le programme PestExpo, c'est depuis 20 ans, il continue aujourd'hui. Et au début, c'était sur la viticulture, les grandes cultures. Maintenant, il y a un volet sur l'arboriculture. Et il donne à voir des niveaux d'exposition qui sont pas forcément gigantesques, mais qui sont bien souvent supérieurs à ce que prévoient les modèles d'évaluation des risques, et qui posent vraiment des questions sur la manière dont on gère cette évaluation de risque, notamment, vous y avez fait allusion, mais une des données préoccupantes recueillies par ces chercheurs épidémiologistes qui ont fait le programme PestExpo, c'était de montrer que les agriculteurs qui portent une combinaison étaient davantage contaminés dans certaines situations en viticulture que ceux qui n'en portaient pas. Or, dans les modèles réglementaires d'évaluation des risques, porter une combinaison est censé abattre de 90% le niveau d'exposition de la partie du corps concernée, c'est-à-dire l'essentiel du corps, sauf la tête et les mains. Si au lieu d'abattre de 90% le niveau d'exposition, le port d'une combinaison a plutôt tendance à l'augmenter, on voit bien que tout le discours de l'usage contrôlé commence à s'effriter sérieusement, voire à s'effondrer. C'est-à-dire que là, ça devient très compliqué de faire confiance à l'idée que les agriculteurs vont porter des combinaisons et que ça va les protéger. Les industriels et les agences d'évaluation des risques disent toujours, oui, mais ces données-là, elles ont été recueillies sur des agriculteurs qui, justement, ne font pas bien. Ils portent pas les bonnes combinaisons, ils portent des combinaisons usagées ou ils les ont déjà portées la veille, donc elles sont très contaminées. Et d'ailleurs, la réponse que les agences en charge de l'évaluation des risques ont apportée à ces données préoccupantes qu'ont produit ces épidémiologistes, c'était de chercher la bonne combinaison. Dire, on va trouver une combinaison vraiment efficace, vous allez voir, ça va marcher. Comme si ça suffisait à résoudre le problème. Or, le problème, c'est pas seulement d'avoir une combinaison efficace, c'est de s'assurer que les agriculteurs puissent l'apportent systématiquement tout au long de leur carrière, dans toutes les situations. Voilà, manifestement, c'est pas comme ça que travaillent les agriculteurs. Là, après, il y a un choix à faire. Soit on se dit qu'on va réussir à redresser la barre et que les agriculteurs vont porter massivement leurs vêtements de protection exactement comme il faut qu'ils le fassent tout au long de leur carrière, comme c'est prévu, ou soit on admet qu'en fait, c'est très compliqué en agriculture d'avoir ce modèle-là de prévention des risques
qui ressemble beaucoup à ce qu'on ferait dans un milieu industriel beaucoup plus contrôlé. Mais en fait, en agriculture, c'est pas comme ça que les choses se passent. Le gros de la main-d'œuvre, en France en particulier, c'est des chefs d'exploitation indépendants, hein, c'est pas des salariés. Donc, ils sont responsables de leurs conditions de travail aux yeux du droit du travail. Ils font comme ça leur chante, et donc ils font aussi au plus vite, au plus pratique. Et en fait, c'est très compliqué de faire reposer sur eux tout un dispositif de prévention qui est très, très illusoire, en fait, parce que c'est pas du tout comme ça que les choses se passent en agriculture. Justement, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé par rapport à ce que vous venez de dire dans le livre également. La première, en fait, c'est que cette manière, en fait, de faire reposer la responsabilité du bon usage de la protection individuelle sur l'agriculteur rappelle en fait une logique qui se retrouve dans d'autres aspects. Je pense immédiatement évidemment au Covid, où il s'agissait que chacun porte bien son masque, qu'on respecte bien les distances de sécurité, que chacun fasse son vaccin, et que c'était comme ça en fait qu'on allait gérer le problème, alors que des solutions plus collectives comme l'augmentation des moyens dans les hôpitaux ou une organisation un petit peu différente de la vie collective étaient écartées. Il y a justement, je parlais du climat en début d'interview en disant c'est les petits gestes. Alors c'est un discours qui maintenant est passé, hein, mais quelque chose qui disait c'est les petits gestes du quotidien qui vont permettre de régler la situation. Je retrouve un petit peu quelque chose de cette logique-là, en fait, dans le fait de faire porter la responsabilité sur les agriculteurs. Et il y a aussi un autre point qui est en fait une énorme zone aveugle des procédures d'homologation. Et ça m'a vraiment frappé, ça, dans le livre, parce que justement, du point de vue historique, c'est quelque chose en tout cas, de toute la rétrospective que vous faites dans le livre, c'est pas présent. C'est la question, en fait, des effets sur l'environnement de ces produits. Autant la protection individuelle sous l'effet de mouvements sociaux aux États-Unis, en France, de prise de conscience scientifique, la protection individuelle de la santé des opérateurs, des consommateurs, etc. Ce sont des choses qui donnent lieu à l'établissement de modèles pour évaluer l'effet, etc. Autant j'ai l'impression que ce travail sur les effets sur l'environnement n'a jamais été fait, ce travail de modélisation des effets de la toxicité, même à minima et de façon très imparfaite, alors que la réglementation aujourd'hui demande, en tout cas en Europe, que les pesticides n'aient pas d'effet sur la santé, mais aussi n'aient pas d'effet néfaste sur l'environnement. Ouais. Peut-être sur le second, moi je suis vraiment pas spécialiste des questions d'écotoxicité, mais bon, forcément je m'y suis intéressé. Moi, ce qui m'a amené à m'intéresser aux pesticides, c'est vraiment les questions de santé au travail en agriculture. Donc, je pense qu'on pourrait faire à peu près la même histoire en s'intéressant au versant environnemental, protection de la faune sauvage, protection de la flore. Voilà, moi, il me semble, pour ce que j'en connais, que c'est aussi un champ dans lequel il y a eu des mobilisations. Enfin, moi, je pense notamment à tout ce qui a eu trait aux questions à la question des abeilles et notamment des néonicotinoïdes. C'est quand même des mobilisations importantes, enfin, il me semble, qui ont eu des effets. Ouais, mais je pense qu'on trouve des problématiques assez proches, c'est-à-dire un discours aussi du contrôle. Qui repose sur un certain nombre de fictions. Et je pense, à mon avis, une fiction importante en matière de protection de l'environnement exposé aux pesticides, c'est la fiction, justement, du contrôle en lui-même, c'est-à-dire de l'activité de contrôle, l'activité d'inspection. Il y a des organismes qui ont pour mission de veiller à la qualité des eaux, par exemple, et qui, en fait, ont très peu de moyens pour travailler. Voilà, je pense que c'est un domaine dans lequel le niveau de contrôle et pas du tout celui qu'on postule dans le cadre de l'évaluation des risques. Mais je n'irai pas beaucoup plus loin sur les questions d'écotoxicité parce que c'est vraiment pas vraiment mon champ. Je reviens sur la question de... Vous avez raison, c'est ce qu'on observe là, c'est-à-dire, pour appeler ça l'individualisation de la prévention des risques, c'est faire reposer sur des individus qui sont en bout de chaîne le soin de se prémunir contre des matériaux, des procédés industriels potentiellement dangereux, nuisibles pour la santé ou pour l'environnement. Donc, pour les pesticides, c'est très clair, la réglementation finit toujours par faire reposer sur les épaules des agriculteurs le soin de se protéger des effets néfastes de ces produits. Bon, a priori, on leur en donne les moyens, mais est-ce que réellement ils peuvent les appliquer? Ça pose question. Et effectivement, c'est plus large, c'est-à-dire on voit bien que cette idée-là, que certains de mes collègues appellent le gouvernement des conduites,
Cette idée-là que finalement c'est par le fait de faire adopter aux individus les bons comportements qui vont bien aller pour se prémunir de danger. C'est par ce biais-là qu'on va pouvoir faire des politiques publiques efficaces et en plus peu coûteuses. C'est vrai que ça, c'est quand même assez sympathique puisque ça coûte pas cher de confier aux individus le soin de leur propre protection. Sur le climat, oui, les petits gestes, je sais pas si c'est tellement passé. Enfin, je pense que ça reste quand même très présent à l'arrière-fond. L'idée qu'il y a des moyens de s'en sortir qui seront pas trop coûteux. Je crois que c'est quand même ça qui est assez flagrant, qui nous permettront en fait de changer qu'à la marge nos modes de vie. Sur le Covid, oui, c'est vrai que c'est un peu pareil. Là, encore une fois, je pense que c'est aussi des questions de coût. Les politiques publiques vont avoir tendance à aller là où c'est le moins coûteux. D'un point de vue économique, d'un point de vue politique, en fait, c'est pas très coûteux de demander aux gens de se protéger eux-mêmes en portant des masques. Ce qui est intéressant sur les masques, je trouve, je fais un petit pont là, c'est que parce que quand je présente mon travail, il n'est pas rare que les gens me disent, mais enfin, quand même, c'est quand même pas bien compliqué de lire une étiquette et de porter une combinaison propre. En bon état et des gants, et a priori ça suffit à protéger. Donc quand même, il exagère un peu ces agriculteurs. Je trouve que c'était une belle expérience collective finalement, cette pandémie et le port du masque. Parce que je pense qu'on a pu tous faire l'expérience que c'est pas juste un masque, c'est pas la même chose que de se protéger correctement des éclaboussures quand on utilise des gros bidons dont certains sont conditionnés de manière beaucoup trop imposante pour éviter les projections. Enfin voilà, on n'est pas dans le même niveau de challenge qu'un agriculteur à qui on demande de se protéger correctement contre les pesticides. On voit bien que déjà porter correctement son masque en permanence, un masque propre qu'on change. Si on est sur son lieu de travail toute la journée, qu'on change au milieu de la journée, si j'ai bien compris. Je ne sais pas combien d'entre nous ont fait ça de manière complètement rigoureuse sur toute la période du Covid. Moi clairement, j'en fais pas partie. J'ai failli bien des fois dans ma propre protection et celle de mes voisins. Et donc, c'est pas si évident. Voilà, c'est rien que porter un masque, on voit que c'est pas évident. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça signifie de porter correctement ces équipements de protection quand on utilise des pesticides. Ouais, parce qu'il faut voir de quoi on parle aussi. C'est des fois les combinaisons intégrales que vous portez en plein soleil, il fait 40 degrés. C'est infaisable. Et même là aussi, dans le livre, à un moment donné, il y a je sais plus, c'était quelqu'un qui mettait en évidence le fait que ça augmentait même le facteur de risque pour ce qui est des pathologies cardiaques, des choses comme ça, parce qu'on meurt de chaud sous la combinaison. Mais je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit en disant c'est peu coûteux. C'est peu coûteux, ça dépend pour qui en fait, parce que effectivement c'est peu coûteux peut-être dans l'immédiat parce qu'on fait reposer ça sur l'individu, mais si jamais c'est inefficace, déjà on se retrouve avec un certain nombre de souffrances et on se retrouve aussi à payer quoi qu'il arrive. Ce choix politique finalement de faire reposer la protection sur les agriculteurs et les individus. Au final, on en vient à reconnaître des cancers comme maladie professionnelle. Tout ça, c'est des souffrances pour les gens concernés. C'est aussi un coût de société parce qu'il faut soigner les maladies. Et pour le climat, c'est un peu la même chose. C'est peu coûteux d'aller demander aux gens de faire attention plutôt que de chercher un moyen collectif de sortir du pétrole. Enfin, c'est peu coûteux en temps, en investissement, peut-être en investissement politique aussi sur le moment. Mais à la fin, on se retrouve quand même avec une intensification des événements extrêmes qui entraînent des destructions, qui elles-mêmes entraînent des coûts qui peuvent être bien supérieurs à ce qu'on aurait investi au départ en cherchant à résoudre le problème autrement qu'en faisant reposer le problème sur les individus. Donc, coûteux pour qui, quoi. Oui, mais en fait, je pense que là, la clé du problème, vous avez entièrement raison, évidemment, mais la clé du problème, c'est comment on mesure les coûts et quel est le degré de certitude qu'on a vis-à-vis de ce que ça coûte, finalement, de maintenir le fonctionnement en l'état, que ce soit pour les questions climatiques ou les questions liées aux pesticides. Et je pense que là, c'est vraiment un nœud du problème. Alors, pour le climat, je connais moins, mais on voit bien qu'il y a encore un discours qui relativise beaucoup le lien entre réchauffement climatique et événements climatiques extrêmes et les coûts que ça implique. Et en fait,
c'est aussi ce discours-là qui maintient la possibilité, qui légitime le fait de ne pas en faire beaucoup plus. Bon, sur les pesticides, c'est très clair. Cette affaire de coût et de mesure de coût est absolument centrale. C'est-à-dire, combien ça coûte concrètement en termes de santé publique l'exposition massive des agriculteurs français ou étrangers aux pesticides, c'est-à-dire combien, au bout du compte, ça provoque de cancers, de maladies de Parkinson, de maladies respiratoires, de malformations intra-utérines. Enfin voilà, c'est quoi les effets et donc les coûts sonnants et trébuchants de tout ça. En fait, c'est très difficile de mesurer les coûts. C'est très difficile parce que, pour plusieurs raisons, mais en fait, la connaissance épidémiologique, à la fois a produit beaucoup de données et en même temps produit beaucoup de doutes et d'incertitudes qui sont inévitables, qui sont notamment inévitables du fait de la multiplicité des produits qui ont été utilisés. Il y a quand même plus de 900 substances actives de pesticides qui ont été autorisées à la mise sur le marché au fil du temps. Alors, il y en a beaucoup qui ont été retirés parce que justement, on s'est rendu compte au bout d'un moment que, c'est quand même vachement dangereux. Mais il en reste quand même plusieurs centaines. Et concrètement, les agriculteurs qui utilisent les pesticides, ils sont exposés au cours de leur carrière à 100 ou 200 produits. Et quand des épidémiologistes viennent les voir pour leur demander à quoi ils ont été exposés dans le passé et pour essayer de faire des liens entre ce à quoi ils ont été exposés et les pathologies qu'ils peuvent subir, en fait, ils se heurtent très vite à la difficulté de reconstituer finement les expositions des agriculteurs aux pesticides. Voilà, ils peuvent avoir des idées souvent assez grossières sur est-ce que les agriculteurs ont été beaucoup ou peu exposés aux pesticides, mais s'ils veulent essayer de déterminer des substances actives particulières qui pourraient être la cause des problèmes de santé qu'ils endurent, ou s'ils veulent essayer d'affiner leurs résultats, c'est assez compliqué, c'est même très compliqué. Donc, ça laisse toujours une part de doute assez importante. Au niveau individuel, on peut pas savoir si un cancer du sang, par exemple, qui affecte un agriculteur est lié à son exposition aux pesticides ou à un autre facteur de risque, à l'hérédité. Il y a pas de moyen clair de déterminer ça. Donc, on a des idées, mais qui restent pour l'instant assez grossières sur le fait que, oui, il y a des pathologies. Souvent, les facteurs de risque qui sont mis en évidence sont pas gigantesques. Enfin, on va aller vers des fois des doublements du niveau de risque pour l'exposition professionnelle aux pesticides, mais ça multiplie pas par 6 ou 7 comme par exemple le fait de fumer. Donc c'est pas aussi visible et c'est normal parce que le risque est dilué à l'échelle de l'exposition à l'ensemble des pesticides puisqu'on n'arrive pas à identifier les produits. Ça, c'est très compliqué d'aller identifier les produits qui sont précisément mis en cause. Et donc on a des risques dilués. On voit qu'il y a plus de cancers chez les agriculteurs exposés aux pesticides, plus de cancers du sang ou de la prostate, par exemple, mais pas non plus infiniment plus. Et à la fin, quand il s'agit de reconnaître le caractère professionnel de ces pesticides, il reste plus grand-chose. Il y en a quelques dizaines par an qui sont reconnus. Sans doute beaucoup moins qu'il y en a en vrai. Et donc, au bout du compte, tout ça, les coûts sont très difficiles à chiffrer. Alors, on n'a vraiment pas idée de combien, concrètement, de cancers de la prostate, par exemple, sont induits par l'exposition professionnelle aux pesticides. Et tant qu'on a ce doute sur les coûts, et c'est un doute qui est quasiment consubstantiel aux limites de l'épidémiologie, mais aussi aux choix historiques qui ont été faits, d'autoriser aussi massivement un nombre aussi important de substances actives qui, du coup, complique ex post la production de données épidémiologiques fiables. On voit bien comment il y a un cercle vicieux là qui s'est enclenché, qui fait qu'en fait, on a beaucoup de mal à déterminer avec précision le coût humain et financier que représente l'emploi massif de pesticides en agriculture. Et donc, tant que ce doute existe, c'est compliqué de faire bouger substantiellement les choses parce qu'on peut toujours s'abriter derrière le fait que oui, c'est vrai, il y a des pesticides qui ont été mis sur le marché qui sans doute n'ont pas été évalués de manière assez rigoureuse. Mais c'est ce que disent volontiers les agences d'évaluation des risques, mais on a retiré les produits les plus préoccupants et on peut penser que maintenant l'essentiel des problèmes est derrière nous. En fait, on n'en sait rien, personne n'en sait rien. Je pense que personne ne peut affirmer, la tête sur le bio, qu'il y a plus de problèmes de santé au travail liés aux pesticides. Je pense que ce serait très très hasardeux d'aller dans cette direction. Peut-être qu'il y en a moins qu'il y en a eu à une époque, mais il y en a toujours, mais c'est très difficile d'en prendre la mesure exacte. Voilà, et c'est une grosse source de légitimation de l'inertie institutionnelle qu'on observe sur ce dossier. Puis,
Il y a quand même on parle effectivement de coûts. Qu'est-ce que coûtent les cancers? Qu'est-ce que coûte c'est vrai qu'on peut penser le problème en ces termes-là, un petit peu vraiment ultra matérialiste, mais se pose la question aussi des principes d'action qui guident les politiques publiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire bon, alors on emploie des pesticides et puis il y a des cancers qui se déclarent, c'est un peu inévitable, mais c'est un peu des dommages collatéraux par rapport à d'autres choses qui nous coûteraient plus cher, où on pourrait partir du principe que quelqu'un qui a une activité professionnelle, qui s'empoisonne par cette activité professionnelle, sur le principe, il faut tout faire pour l'empêcher. Là, visiblement, effectivement, non seulement on se place déjà dans la logique un petit peu presque mercantile, mais en plus de ça, on ne prend pas correctement en compte les éléments qui permettraient de prendre une décision correcte, même en restant dans cette logique purement mercantile, sans même remettre en question le principe d'action lui-même, qui pourrait être totalement différent. Ouais, mais l'idée que les dommages corporels liés au travail sont des effets collatéraux inévitables de l'industrialisation en général et de l'industrialisation de l'agriculture en particulier est une très vieille idée qui est très ancrée dans le droit, notamment, qui est au principe même de la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Je ne vais pas refaire cette histoire-là, mais voilà, effectivement, ça pose une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se satisfaire d'une situation dans laquelle on continue à utiliser des produits dont on sait qui vont provoquer, in fine, des cancers, des maladies neurodégénératives chez les travailleurs qui y sont exposés. Mais effectivement, on n'a pas tellement d'alternatives à ça. C'est-à-dire, ça impose forcément de revoir de fond en comble la manière dont on fait de l'agriculture, si on veut essayer de sortir de cette ornière-là. Les pesticides, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont quand même vachement pratiques. C'est parce qu'on a un système agricole qui repose de manière essentielle sur l'utilisation de ces produits-là pour sécuriser les récoltes, augmenter les rendements. Et malgré toutes les problématiques que posent les pesticides, on reste de manière ultra dominante dans ce modèle-là. Donc, moi, je me prononce pas là-dessus, mais je suis complètement en accord avec votre idée, que tout cancer professionnel est un problème en soi. Ça me semble évident. Dans les faits, on est encore très, très prisonnier d'un système très dépendant des pesticides. Donc, quand bien même on envisagerait sérieusement d'organiser la sortie de ce modèle-là, ce qui est loin d'être le cas pour le moment, parce qu'on l'a bien vu, le programme Ecophyto, donc le programme d'action publique qui vise à réduire l'utilisation des pesticides dans l'agriculture en France, qui dysfonctionne maintenant depuis 14 ans, en fait, n'a produit que très peu de résultats probants du point de vue de la déprise de l'agriculture vis-à-vis des pesticides. On reste dans une agriculture hyper dépendante. Donc, une autre façon de voir consiste à se dire aussi que l'horizon de la sortie de ce modèle-là, il est forcément lointain et qu'il va falloir quand même continuer à vivre avec. Et donc réfléchir, au moins dans l'attente de ce grand soir dans lequel il y aurait plus de pesticides, il faut au moins réfléchir à la manière dont on organise mieux la prévention et la réparation des maladies que ces produits induisent pour les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs, les riverains, même si on sait très peu de choses là-dessus et qu'il y a beaucoup de doutes. Il n'y a pas que les agriculteurs qui sont dans la boucle, malheureusement. Disons qu'on en revient un peu au problème qu'on mettait en avant, à savoir quels sont un petit peu les choix politiques qui impliquent un investissement économique et politique fort. Du coup, nous, à Secret Toxique, ce qu'on va avoir plutôt comme logique, c'est de dire il vaut mieux investir un gros coup sur un changement de modèle général pour au moins se donner la perspective de pouvoir sortir des pesticides. Parce que si on fait même pas ça, c'est sûr qu'après, on peut aussi investir énormément. On peut faire l'autre choix, à savoir celui qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire à faire investir de plus en plus dans le perfectionnement d'un modèle qui, en tout cas, va nous paraître biaisé à la base et qui amène du coup de façon, pour nous en tout cas consubstantielle, à ignorer ce que l'on sait, quoi. Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire du fonctionnement tel qu'il est. Je pense qu'il est compliqué d'espérer sortir rapidement des pesticides et donc il faut trouver des solutions de moyen terme entre ces deux optiques. À mon avis, là où il est utile de porter le fer, c'est sur l'évaluation des risques, c'est-à-dire en amont de l'usage des pesticides, de manière à sortir de ce modèle dans lequel c'est aux agriculteurs d'assurer leur propre protection
Et là, il y a quand même beaucoup de choses à améliorer dans l'évaluation des risques de manière à être beaucoup plus exigeant, à resserrer très clairement les mailles du filet. À défaut de changer complètement de modèle agricole, on est sans doute en mesure d'avoir des grosses marges d'amélioration. Par exemple, on pourrait se dire que c'est pas possible d'autoriser la commercialisation de produits dont l'usage sécuritaire va être conditionné par l'utilisation de protections dont on n'est absolument pas certain qu'elles fonctionnent, qu'elles soient applicables en agriculture. Donc, on pourrait dire, les produits qui passent pas la rampe de l'évaluation réglementaire sans condition de port de vêtements de protection, ils sont pas homologués. Voilà. Ça changerait grandement la donne, mais n'empêche que ça serait une façon de voir les choses qui, à la fois, maintiendrait l'utilisation de pesticides, sans doute, mais il y en a beaucoup qui disparaîtraient et qui seraient beaucoup moins préoccupantes pour la santé des agriculteurs. De toute façon, nous, justement, en fait, ça rentre en résonance complète avec ce que j'étais en train de dire, avec la logique, en tout cas, de la campagne. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on va considérer comme inacceptable le fait qu'on mette sur le marché des produits dont la toxicité peut être potentiellement sous-évaluée par des tests qui ne porteraient pas sur l'intégralité du produit tel qu'il est commercialisé et qui, du coup, sous-estimeraient en fait cette toxicité qui sert de dénominateur finalement à l'effet des pesticides. Donc, dit comme ça, on a l'impression qu'on cherche juste à améliorer le modèle en disant, OK, on reste dans le cadre d'un usage contrôlé, on reste dans le cadre on reste dans le cadre qui est celui de l'utilisation des pesticides. Mais en fait, dans la réalité, ce changement a priori technique implique finalement un changement de principe puisque, de fait, c'est la logique même de la possibilité d'utilisation de ces produits si on pose ces conditions de sécurité-là qui est remise en cause. Donc, c'est sur le papier une mesure technique. En fait, c'est aussi un changement de principe beaucoup plus profond à l'œuvre. Oui, je souscris à votre analyse. Je pense que c'est une bonne manière de prendre le problème. Enfin, à mon avis, il n'est sûrement pas la seule, et je pense que c'est aussi essentiel qu'il y ait des gens qui se battent pour innover d'un point de vue agronomique, par exemple, pour revoir la façon dont on conduit les exploitations. Mais je pense que ça ne suffit pas. Voilà. Et justement, en fait, finalement, je relisais mes quatre facettes. Finalement, on les a un peu traversées de façon transversale. Il y en a quand même une dernière justement qui est un peu en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est l'idée de la dimension indépassable en fait de ce modèle agricole là, parce que c'est comme ça qu'on a nourri la planète au XXIe siècle. C'est le modèle qui a été adopté, et donc de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est quelque chose qui semble être très présent dans la culture des agences de sécurité alimentaire, au-delà vraiment simplement des dynamiques institutionnelles qui peuvent créer des résistances à l'émergence de données qui remettent en cause le système. Ouais, c'est pas faux. Moi, après, je me sens pas très compétent pour déterminer les marges de manœuvre qu'on a de manière. Enfin, je suis vraiment pas du tout expert en agronomie et j'ai regardé les choses telles qu'elles sont, mais j'ai beaucoup moins d'éléments sur les choses telles qu'elles pourraient être. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que ce qui, moi, m'a marqué, c'est que dans ces agences qui ont en charge l'évaluation des risques des pesticides, on trouve historiquement, mais comme aujourd'hui encore, beaucoup de gens venus de l'agronomie et d'une agronomie qui est pas forcément la plus et qui est pas forcément la moins celle qui recourt le moins à la chimie. Et celle qui est le plus en déprise avec l'idée d'agriculture intensive. Donc, c'est vrai, il y a un cadre de pensée qui est sans doute assez fortement marqué par l'idée du productivisme agricole. Voilà. Après, moi, dire si on peut sortir ou pas de ce modèle-là, je pense que c'est un peu loin de mon champ de compétences. En tout cas, je m'aventurerai pas par là, mais c'est pas du tout l'objet de ma question. C'est vraiment l'idée de savoir s'il n'y a pas une sorte de culture d'entreprise, en fait, finalement, à l'intérieur de ces institutions. C'est vraiment une question qu'on pose, une culture institutionnelle qui tendrait, en fait, par principe, à écarter
du champ du possible les propositions de modèles agricoles qui se passeraient de pesticides sans même regarder en fait finalement concrètement comment ça se passerait. Historiquement, ce que le livre raconte, c'est la manière dont ces histoires d'évaluation des risques des pesticides pour les agriculteurs commencent. Elles commencent aux États-Unis, pas complètement par hasard, dans les années 40, 50, parce qu'il commence à y avoir des préoccupations autour des effets des pesticides. Il commence à y avoir des gens qui se plaignent, des riverains, et puis il va y avoir assez rapidement, on arrive en 1962, c'est le printemps silencieux de Rachel Carson. Voilà, il y a toute une inquiétude montante autour des pesticides dans les années des 30 glorieuses, clairement. Aux États-Unis plus fortement qu'en France sans doute, qui vont conduire aussi les institutions de l'agriculture à se positionner. Et une des manières qu'elles vont avoir de se positionner, c'est précisément de prendre au sérieux le problème plutôt que de l'évacuer, de dire oui, c'est vrai que les pesticides c'est des produits toxiques, donc on va essayer de mesurer précisément à quoi s'exposent les agriculteurs. Et ce qui est assez frappant, c'est que les premiers savants qui se sont lancés dans ce genre de mesures expérimentales, qu'on demandait à des agriculteurs de porter des patchs pour en fin de journée de travail estimer à quoi ils étaient exposés, mais c'est pas des spécialistes d'hygiène industrielle, c'est pas des épidémiologistes, c'est pas des spécialistes de santé au travail, c'est clairement des spécialistes d'agronomie, d'entomologie. Ce sont des gens qui travaillaient sur l'efficacité des pesticides, qui essayaient de produire des pesticides plus efficaces, de manière à produire davantage de denrées alimentaires. Voilà, et donc ils sont partis clairement sur ce travail-là d'estimation d'exposition des agriculteurs aux pesticides, avec l'idée que cette exposition était minime et qu'on pouvait la minimiser encore davantage au moyen de vêtements de protection et de recommandations pesant sur les agriculteurs par l'intermédiaire de définition de bonnes pratiques. Donc oui, il y a un lien un peu consubstantiel entre une vision très productiviste de l'agriculture, vision qui promeut le recours aux produits issus de la chimie de synthèse pour protéger les récoltes, augmenter les rendements, donc d'un côté, et de l'autre côté, le début des préoccupations à la fois savantes institutionnelles pour l'exposition des agriculteurs aux pesticides. Ce sont vraiment les mêmes savants qui vont mener de front ces deux types de production de connaissances originellement. Et donc, dans le livre, vous parlez vous avez deux concepts que j'ai trouvés très intéressants, que sont les données gênantes et la domestication de ces données gênantes. Donc, c'est un petit peu il y a une alerte en fait qui est donnée par la production de données qui contredisent des certitudes institutionnelles, et l'institution va réagir à cette alerte de sorte à intégrer la critique en fait en quelque sorte et à lui donner une forme qui permette à la logique de l'institution de continuer à pouvoir s'appliquer. Et du coup, la question que je me pose, même en tant que directeur de campagne, mais qu'on se pose en général en tant que militant, ça va être quelle peut être une stratégie gagnante en fait dans cette logique-là. Quelles sont les bonnes approches à avoir finalement pour maximiser nos chances en fait d'obtenir que les informations qu'on peut faire remonter à ces institutions soient prises en compte sans qu'on contourne le cœur du problème de ce qu'elles pointent, et qu'on aille aussi loin que possible dans la résolution du problème. Oui, je n'ai pas de grands conseils stratégiques à vous donner, mais vous soulevez un point essentiel. C'est dans l'histoire que je raconte, à un moment, des épidémiologistes se rendent compte que les combinaisons ne sont pas protectrices, et donc que font les institutions? Dans un premier temps, argument classique, c'est oui, mais les agriculteurs les portent mal ou les portent pas, ou voilà, donc c'est leur faute. Bon. Et puis dans un deuxième temps, domestication de la critique, ça consiste à la prendre au sérieux et à y répondre, mais de manière hyper technique. Et donc là, la réponse, c'est quoi? C'est aller chercher la bonne combinaison, une nouvelle norme ISO pour une combinaison à la fois portable, efficace en agriculture. Et ils l'ont trouvé. Et donc maintenant, on a des combinaisons qui sont censées être à la fois protectrices et vachement pratiques. Seulement, en faisant ça, en soi, c'est pas mal. Je veux dire, c'est quand même mieux de se dire qu'il existe sur le marché des combinaisons qui sont plus efficaces que par le passé, et tout en restant portables.
Mais en même temps, on a réduit cette réponse institutionnelle a réduit le problème à sa dimension purement technique, c'est-à-dire trouver la combinaison efficace, et elle le décontextualise, c'est-à-dire concrètement, est-ce que travailler en agriculture, c'est vraiment compatible avec ce modèle dans lequel il faut porter une combinaison en permanence quand on utilise des pesticides, et une combinaison qui corresponde bien à toute une série de préconisations techniques qui, in fine, imposent quand même à l'agriculteur de bien s'occuper de son matériel, de bien le laver, de bien l'entreposer, enfin de faire toute une série de choses qui en fait apparaissent assez illusoires au regard de la manière dont on conduit les exploitations. Bon ben voilà, pour éviter de tomber dans ce piège-là, j'ai pas de grands conseils à donner, mais je crois qu'il y a quand même un maître mot qui est l'opiniâtreté, c'est-à-dire il faut revenir sans arrêt à la charge, parce que in fine, quand même, ces institutions qui contrôlent les pesticides sont des institutions publiques, qui sont donc quand même censées pouvoir répondre aux injonctions citoyennes, et censées, qui doivent pouvoir montrer qu'elles font bien leur travail. C'est quand même dans leur mission que de pouvoir en toute transparence exposer comment elles ont travaillé, sur quelles données elles s'appuient pour faire leur travail. Ça peut être très usant parce qu'effectivement, face à l'inertie institutionnelle, on peut avoir l'impression de perdre son temps. Mais ce que montre un peu l'histoire que je raconte, c'est que quand même ces épidémiologistes là qui ont produit des données gênantes, et notamment, c'est très gênant pour les institutions qui contrôlent les pesticides que d'apprendre et que de voir écrit noir sur blanc et que de voir paraître dans la littérature académique que en fait les combinaisons sont pas si efficaces qu'elles le supposent. Ils sont toujours là 20 ans après, ces épidémiologistes, ils n'ont pas changé la face du monde, mais enfin voilà, de leur côté, par exemple, ils y ont gagné quelque chose aussi, c'est-à-dire ils ont gagné aussi des belles publications dans leur domaine. Et les gains qu'ils ont pu obtenir sur le champ du contrôle des pesticides sont pas nuls non plus. Par exemple, l'ANSES a créé en 2012 un groupe de travail, un groupe d'experts sur l'exposition des agriculteurs aux pesticides. Ça aurait été inenvisageable sans les travaux de ces épidémiologistes. Alors, les conclusions de ce groupe d'experts n'ont pas forcément donné grand-chose en eux-mêmes, mais à chaque fois, ça marque quand même des coins, des jalons. Et ça rend ces données gênantes incontournables. Voilà, à un moment, on peut pas faire complètement sans. Alors la réponse qui est apportée est pas toujours satisfaisante, mais ça paye quand même. Ça produit quand même des effets qui sont pas négligeables. Voilà. Je pense que il est important d'avoir à y gagner quelque chose qui ne soit pas seulement des concessions faites par les agences d'évaluation des risques. Il faut aussi gagner quelque chose sur un autre plan. Pour ces épidémiologistes, c'était sur le plan de leur carrière académique. C'est quand même comme ça que les choses fonctionnent, quoi. Donc voilà, c'est la mécanique du découragement, elle se met en marche beaucoup moins vite si on continue d'engranger, malgré l'inertie institutionnelle, des gains sur parfois un tout autre plan que celui de la lutte pour un meilleur contrôle des pesticides. Ouais, donc en fait, j'aime bien, c'est-à-dire que vous situez ça sur votre réponse, en fait, ça se situe sur le plan de l'éthos du militantisme, en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Alors que comme moi, je suis pas militant, je me rends moins compte de ce qu'on peut y gagner, mais je pense que c'est essentiel, ouais, bien sûr, évidemment, parce qu'il y a pas à la fin, je pense qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Tout le monde, finalement, poursuit ses intérêts, mais il faut le faire de la manière qui soit la plus vertueuse possible. Voilà. Et donc, ces épidémiologistes-là qui sont au cœur de livre, c'est pas des héros. Je veux dire, ils ont fait leur boulot de leur mieux, et ça produit des effets, et tant mieux. Voilà. Les effets sont limités, et tant pis, mais enfin, c'est pas nul non plus. Et pendant ce temps-là, eux, ils ont fait leurs affaires, et c'est là l'essentiel. Ouais, c'est une manière assez philosophique et je trouve très intéressante de terminer l'interview. En tout cas, ça me laisse penseur. On va réfléchir là-dessus. Peut-être qu'on fera une prochaine interview bientôt sur l'éthos du militantisme. Justement. Ça peut valoir le coup. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces questions et puis bonne continuation dans vos recherches. De même.